Salut à tous, c'est Ben, bienvenue et ravi de vous accueillir dans La Prolongue. La Prolongue, c'est votre nouveau rendez-vous podcast hebdomadaire en lien avec le compte Twitter PKFoot, où nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les mardis pour parler football avec vous tout au long de l'été. La Prolongue, c'est parti! Eh bien, pour débuter, je vais vous présenter mes deux camarades qui m'accompagneront dans cette aventure, en commençant par le plus jeune d'entre eux, la politesse oblige. Salut Guillaume. Salut. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire d'une part l'équipe que tu supportes en Ligue 1 et d'autre part si tu as une équipe coup de cœur dans les autres championnats européens, même si je pense avoir ma petite idée. Moi c'est Guillaume, 20 ans, bientôt 21 en août, bon ça on s'en fout. Je suis basketteur de base, mais donc je kiffe le foot, je surkiffe ça. Je suis en deuxième année STAPS pour l'instant, je devrais avoir un résultat dans pas longtemps, mais je les attends encore. On remercie l'État de donner les résultats le plus vite possible. Mais sinon, pour revenir au sérieux, au foot, en France, moi c'est le PSG, j'ai surkiffé Paoletta à l'époque, j'ai encore plus surkiffé Zlatan, et je suis en attente de Neymar Mbappé pour l'instant qui est pas trop mal, et sinon à l'extérieur, c'est l'Inter Milan qui me fait rêver. Je surkiffe San Siro, l'ambiance, tout ça. Même si je vais devoir faire le deuil de Mauro Icardi, je sens cet été, et ça me fait très mal. Sachant que il y a un nouveau coach qui arrive, peut-être que tu en es content, on aura peut-être l'occasion d'en reparler cet été. Du coup, je me tourne à présent vers Mounir. Salut Mounir, comment tu vas ? Ça va, nickel. Alors, écoute, même question que pour Guillaume, même procédé. Peux-tu te présenter rapidement et nous parler de tes équipes favorites, toi aussi ? Ouais, pas de souci. Moi, je suis rédacteur sur PKFoot, qui naît à côté de ça. Mon équipe favorite, elle me fait mal au cœur, c'est l'Olympique de Marseille. Et à côté de ça, j'ai quelques petites préférences à droite à gauche, mais c'est surtout l'Olympique de Marseille et que l'Olympique de Marseille. On va un vrai passionné comme les supporters de l'Olympique de Marseille. Bien, merci à vous les gars. Alors rapidement, première émission oblige, on va juste vous rappeler en quelques mots le concept du podcast. C'est très simple. Nous choisirons chaque semaine plusieurs sujets que nous soumettrons à nos débats et vous aurez un rôle à y jouer puisque nous vous appellerons chaque week-end à participer à nos sondages Twitter. Et c'est d'ailleurs le moment pour nous de vous encourager à nous suivre sur le compte @prolongpodcast où Guillaume vous a fait un petit thread pour vous rappeler le fonctionnement de l'émission. Puis si vous le souhaitez, vous pourrez également nous détailler vos réponses en message privé et certains d'entre vous seront sûrement invités à venir débattre avec nous pendant les prochaines émissions. Nous aurons aussi chaque semaine des petites rubriques coup de cœur, coup de gueule ou des moments what the fuck de la semaine où je pense que Mounir aura tout le temps de parler de l'Olympique de Marseille. En tout cas, nous sommes très heureux de commencer cette aventure avec vous. Et sans plus tarder, on va tranquillement se diriger vers le premier sujet de la semaine qui, je pense que vous en doutez tous, concerne la finale de la Ligue des Champions qui a vu le sacre de Liverpool 2-0. C'était à Madrid samedi soir. Alors, gros sujet qui nous attend aujourd'hui. Nous avions fait des pronos. Guillaume, je vais te laisser parler du petit sondage qu'on avait fait sur Twitter, qui avait déjà eu pas mal de votes, je crois, donc je te laisse en parler en préambule. Alors, oui, effectivement, mais sur Twitter, les gens ont été assez bons niveau pronostic, puisque les gens, c'était à peu près 400 à voter, 65% pour Liverpool, quand même, et entre nous, la majorité avait dit Liverpool, donc c'était Mounir et moi qui avions dit Liverpool. Et toi Ben, tu avais dit Tottenham. C'était plus un cri du cœur qu'un véritable pronostic, parce que tu me connais, j'aime bien Hugo Lloris. Mais voilà, c'était un peu pour vous contredire aussi. Mais après, on va pas se mentir que personne n'avait le score. Ça a été cité, je regarde les pronostics, 2-1 Tottenham pour Ben, 3-0 Liverpool pour Mounir, qui s'est un peu approché, mais voilà, et 2-1 pour moi Liverpool. Ah, je suis pas trop loin, moi. Mais bon, voilà, je pense qu'à peu près, on était à peu près d'accord pour dire que Liverpool, ça sentait quand même très bon pour eux cette finale. Même si on aurait bien aimé Tottenham, grâce à la qualification un peu rocambolesque face à l'Ajax. Voilà. Alors, moi je vais poser directement une première question à Mounir. C'était une finale quand même très attendue entre deux clubs anglais, ça n'avait pas eu lieu depuis assez longtemps. Et moi la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que pour toi la finale a tenu ses promesses ? Est-ce que tu es plutôt déçu ou satisfait de ce que tu as vu samedi soir ?
Alors moi, je suis complètement déçu de cette finale, parce qu'on a eu des demi-finales de dingue, des quarts de finale de dingue, Ouais. et cette finale-là, elle était lente, elle était lourde, elle était faible en qualité technique, en jeu. On a eu un penalty un peu mitigé au tout début du match. Il a fallu attendre la deuxième période, le milieu de la deuxième période pour que ça se décante. Pour moi, c'était abominable, c'est pas digne d'une finale. On était habitué à des retournements de situation avec des Sergio Ramos et des Cristiano Ronaldo les années précédentes. Mais ça, c'était vraiment, je crois, la pire finale que j'ai pu voir. Franchement, c'est Ouais, pas long alors, non plus, moi aussi. Hein. Je pense, niveau pire finale que j'ai regardé, au niveau qualité technique, Inter-Bayern, c'était déjà pas fou. C'était pas un match fou, Inter-Bayern, gros. Pour en avoir de souvenir, même si Milito avait fait de l'amour aux défenseurs du Bayern, c'était pas fou comme finale de mémoire. Alors là, c'est vrai que cette finale, c'était vraiment lent, comme t'as dit. C'était compliqué à regarder. Hein. ouais, nous, Guillaume, ben, voilà, on va le dire à nos auditeurs, on était ensemble pour la regarder, Ouais. ça tombait bien. Puis on était d'accord sur le fait que le penalty dès la 2 ou 3e minute, je crois, eh ben, ça avait un peu inhibé Liverpool, je pense, moi, Mais, qui a mais pas trop voulu se ouais, ouais, c'est livrer le ça. reste de la première mi-temps. Et puis Tottenham, les peu de situations qu'ils ont eu, notamment dans les 45 premières minutes, on a trouvé que ça pêchait vachement dans les 30 Ah derniers ouais. mètres. Il y a eu Mm. beaucoup de déchets techniques, comme tu l'as dit, Mounir. Moi, je trouvais ça assez faible. Alors, est-ce que c'est parce qu'on avait vu des super demi-finales? Je ne sais pas. Moi, du côté de Tottenham, je les avais pronostiqués, c'était un peu un cri du cœur. Moi, ce que je regrette, c'est la titularisation d'Harry Kane. Alors, ok, c'est un super joueur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'il a été vraiment short quand tu vois que Lucas met un triplé pour envoyer Tottenham en finale et qu'il est sur le banc. Moi, je trouvais pas ça très très judicieux de la part de Pochettino, mais après c'était un choix à faire. Kane est la star du club, ça se comprend totalement aussi. Mais moi, j'aurais mis Lucas titulaire, quitte à faire rentrer Harry Kane dans les 30 dernières minutes Oui, si Tottenham est en c'est sûr. difficulté. C'est sûr. Après, ouais, en plus, Harry Kane, ça faisait 2 mois, il était blessé, il a plein de petits pépins physiques, etc. Je sais plus ce que c'était la cheville, je crois, Harry Kane, c'était la cheville, il me semble. Enfin, c'était Mhm. Je compliqué. me Hein. rappelle plus. Mais ouais, en tout cas, mais même je pense pour revenir au match, je pense, ouais, en fait, le penalty, il a coupé, mais vraiment ça a coupé, mais vraiment toute l'envie des joueurs, j'ai l'impression, parce que forcément, au bout de 30 secondes, tu prends un penalty, ça te coupe, mais d'entrée le match au niveau des jambes pour Tottenham. Liverpool, mais du coup, était là, mais 2 minutes, bon, c'est bon, on assure, on contrôle, etc. Et ouais, Tottenham était vraiment crispé, j'ai l'impression. Enfin, ils n'arrivaient Ouais. pas à se libérer. C'était Ouais, c'est vrai, c'est vrai. très bizarre comme finale. C'est vrai. Alors, je vais revenir vers Mounir parce que je voulais encore une fois lui poser une question. Ouais. On a vu, je pense que tu as vu comme moi, forcément dans les derniers instants du match, Tottenham qui poussait énormément, avec pas mal de situations malgré tout. Et d'un coup de génie, Divock Origi qui donne l'avantage à Liverpool, enfin qui leur permet d'avoir le break et voilà, d'avoir la victoire en poche. Alors qu'est-ce que tu as pensé toi de toutes de ces situations de Tottenham et de l'extrême efficacité de Divock Origi qui est le facteur X de cette équipe cette année en Ligue des Champions? Moi, de mon côté, de base, j'étais ultra frustré déjà quand la finale a commencé à être jouée. Parce qu'on a un Liverpool qui a tenu la dragée haute à Manchester City, qui leur a fait mal toute la saison, qui est le vice-champion avec le plus de points depuis X années. Je crois que c'est Et jamais là, fait. maintenant, Hein. ils étaient en mode. Ouais, du jamais vu. Et là, ils étaient complètement bridés, c'était un truc de dingue. Et là, t'as Origi qui rentre. On parle quand même d'un mec qui, depuis 2 ans, on l'imagine revenir en Ligue 1. Il a fait, je crois, il a fait un petit club, je crois, en plus Wolfsburg. en Allemagne. Wolfsburg. Le- Et encore, c'était pas le Wolfsburg il y a 4-5 ans. C'était le Wolfsburg qu'il a en Bundesliga. Qui joue la relégation. Galère, quoi. qui joue le maintien. Ah oui. C'est ça, c'était un petit Wolfsburg, c'est pas celui qu'on Ouais, qu'on connaît qui tape exactement. les grosses équipes. Et Origi rentre, et la stat incroyable, 3 tirs, 3 buts. Mais ce gars-là, mais c'est phénoménal. Le gars, il déboule de rien. Il avait la carrière au niveau 0 depuis son départ de Lille. Et là, d'un seul coup, il vient en Ouais, mode. totalement lancé. Hein. En, Alors, en ouais, mode c'est ça. sauveur surtout que il avait fait une entrée minable, vraiment mauvaise. Hein. Et là, d'un seul Mhm. coup, il délivre tout le monde. Ouais, Factor X parce qu'en Ouais. plus, Incroyable. comme Harry Kane est à Tottenham, Firmino s'est fait que se blesser depuis un mois. Il était même incertain pour la finale. Et au final, il l'a remplacé magnifiquement contre le Barça. On n'en parle pas. Hein. Il est arrivé au match retour, il marque un doublé. Et lors de la finale, il rentre, il marque vraiment incroyable. Enfin, c'est fou.
Ouais, c'est sûr. Puis pour en revenir à Divock Origi, moi je trouve que voilà, ça fait partie des belles histoires qu'on aime dans le football. Moi, je le trouvais je le trouvais intéressant quand il n'était pas à Lille. Et voilà, même quelques fois avec l'équipe de la Belgique. Mais depuis qu'il arrive à Liverpool, je me suis dit, ben voilà, il est un peu en train de s'enterrer, sa carrière, qu'est-ce que ça va donner, etc. Et là, j'ai l'impression que depuis 2 mois, je l'ai redécouvert totalement, quoi. Et ça, bon, ça fait plaisir, hein. Même si voilà, il a ce rôle de super sub, je sais pas ce qu'il va faire l'année prochaine ou au niveau de son contrat. Mais voilà, ça fait quand même partie des belles histoires. C'est Et sûr. c'est quand même, voilà, il est en grande partie pour la qualif pour la finale. Et là, en finale, il marque vraiment le but décisif, quoi. Il a plié le match, même si, comme Mounir l'a dit, hein, son entrée avait été très très discrète, hein. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec Mario Götze quand il a joué avec l'Allemagne la finale et qu'il rentre Clairement. et qu'il marque. Clairement. C'est exactement le même genre d'histoire. Götze, il était au placard au Bayern. D'ailleurs, là, il a rebondi à Dortmund, mais c'est pas vraiment rebondi parce qu'entre les kilos en trop et les performances sur le terrain, il était pas ouf. Il était clairement pas bon. Et il rentre sur le terrain et il débloque la situation. Mario Götze, Divock Origi, même combat, même résultat. Exactement. Alors, donc on vient de voir que nous trois, on était quand même assez déçus de la finale globalement, hein. Mais assez bizarrement, on a eu un débat entre nous pour se demander est-ce que cette saison de Ligue des Champions était la meilleure campagne qu'on a vécue depuis plusieurs années. Alors, je crois que Guillaume a fait un sondage sur Twitter dont les résultats étaient très serrés. Donc là, je vais solliciter vos avis, hein. Je vais commencer par toi, Guillaume, après on se rendra vers Mounir. Alors, à ton avis, la question elle est ultra simple. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure saison de Ligue des Champions qu'on a eue, on va dire, Donc ça, je voulais depuis la poser dernière question décennie? sur le 21e siècle, ça avait dit 50-50. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu de retour des personnes pour me dire quelle année ils préféraient, etc. Pour ma part, de ce que j'ai vécu en tant que spectateur de foot, bah, pour moi c'était la meilleure campagne de toute la LDC, de toute l'année. Que ce soit des phases de poule allez, même si la finale malheureusement gâche un peu ça, des poules jusqu'à la demi-finale, il y a eu des scénarios de dingue. En poule, déjà on parle Liverpool-Tottenham, les mecs ne sont même pas qualifiés avant la dernière journée de poule. Les mecs sont éliminés provisoirement. Ça veut dire que Liverpool devait battre Naples et Tottenham devait espérer que l'Inter fasse un nul face au PSV Eindhoven. Et les mecs réussissent à passer en 8ème grâce à ça. Donc déjà par rapport à ça, entre le PSG qui égalise à la 93ème face à Naples, il y a eu d'autres matchs de poule, l'Inter première journée qui gagne à la dernière minute contre Tottenham. Enfin, il y a eu des matchs de scénario furieux. Après les phases finales, on n'en parle même pas. Le PSG qui a lancé, on va dire, la mode des remontadas il y a 2-3 ans et qui, là, cette saison en LDC, est la première remontada du coup de plusieurs autres remontadas contre United. Il y a eu l'Atlético Juve, il y a eu l'Ajax Juve, sont là. il y a eu Real Madrid Ajax, Ajax Tottenham, des matchs vraiment fous. Et encore, je pense, le match le plus fou pour moi, c'était City Tottenham, le retour. C'était avec en plus le but hors jeu à la toute dernière seconde C'est clair. le but hors jeu, tu penses que ça y est, City l'a fait et là ça annonce hors jeu. Et là tu vois City, les mecs sont complètement dépités, ils ont cru pendant 30 secondes et là d'un coup les mecs on lui dit non, vous n'êtes pas qualifiés, donc c'est terrible. Et pour rebondir juste sur ce que tu dis, Guillaume, c'est vrai que niveau dramaturgie, on a été servi énormément. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire que depuis ce fameux Barcelone-PSG, j'ai l'impression que le concept de pouvoir remonter un score très défavorable et entrer dans les mœurs, et on voit que c'est énormément possible. On voit ce qui s'est passé lors de Juventus Atlético. On voit Paris, malheureusement, on a encore pris une cette année. Et on voit que même maintenant, quand une équipe perd 3-0 à l'aller... Elle n'est pas sereine. Voilà, exactement. Donc, il y a toujours une dramaturgie, je trouve, qui est encore plus accentuée cette année avec des champions et qui a fait, pour moi, on a vécu une très très belle saison. Après, j'ai pas les détails de toutes les dernières saisons en tête, mais pour moi, c'est clairement là où l'une des meilleures saisons qu'on a vécues avec des matchs super. Une équipe un peu où il y a révélation avec l'Ajax Amsterdam que tout le monde a adoré à juste titre. Un peu comme le Monaco de il y a 2 ans, mais en version encore plus jeune, je pense, avec une vraie philosophie de jeu. Je pense aussi. Donc tout le monde était ravi de ça.
Donc voilà, pour ma part, c'était un peu mon avis. Mounir, on en vient directement à toi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Une magnifique Ligue des Champions jusqu'à la finale. Une magnifique Ligue des Champions. L'Ajax m'a vendu du rêve. Moi, j'ai surkiffé l'Ajax. C'est devenu mon kiff total. J'étais super triste de ne pas les voir en finale. Surtout qu'avec PK Foot, on avait fait un espèce de pari pour savoir qui allait en finale. Et moi, j'avais misé sur l'Ajax. Bon, au final, j'ai perdu. Tant pis, ça arrive. Ouais, Et bah, du coup... tu restes un Marseillais, Mounir, on va pas, tu vois. Ah, totalement, totalement. Moi, mon truc maintenant, c'est l'Europa League, super, et encore, même plus. C'est Même bon, pas, même pas. même pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, mais du coup, super campagne. Moi, j'ai surkiffé. Pour une fois, il y avait du spectacle. Tu vois, d'habitude, quand ton équipe est pas dans la compétition, t'as du mal à être absorbé par la compétition. Et là, ça s'est pas produit cette année. C'était super. Le PSG qui rentre dans le panthéon des très très grands clubs pour une raison très simple. Ils ont inscrit l'ADN de leur match dans les autres matchs de Ligue des Champions. Franchement, le PSG est un très grand club. Il faut être un très grand club pour réussir à faire ça. On avait connu le Catenaccio, maintenant on connaît les remontadas. C'est super. C'est ça, c'est Moi, exactement je suis ça. très content pour toi, Ben. Mais en tout cas, c'était une super campagne. Celle-là, plus tard, quand j'aurai 40 ans, je la ferai revisionner à mes gosses. Il n'y a pas de souci. Elle était géniale. Ouais, et puis, non, comme, euh, comme Mounir l'a dit, on a vu des superbes choses. Et je pense que cette campagne, on s'en rappellera assez longtemps. Et puis, comme tu viens de le soulever aussi, le fait que, ben, moi, je ne l'ai pas encore dit, mais moi, je suis un supporter lyonnais. Et le fait que mon équipe soit plus engagée à partir des huitièmes, j'ai quand même vibré après au-delà de Ah ça, bah même oui. si mon cœur ne balançait pas forcément pour des équipes, etc. Franchement, c'était magnifique, c'était génial. Et je pense que c'est pour ça que on est un peu encore plus déçu de la finale, qui je pense dans notre contexte aurait été entre guillemets normal. Mais là, on a été Ouais, c'est déçus sûr. au vu de ce que ces deux équipes nous avaient montré les tours précédents, en fait. On ne dit pas que les deux équipes sont mauvaises et tout. On Bah, dit qu'on avait été habitué à mieux tout C'est au long de ça, la c'est saison, ça. quoi. même Lyon a eu son lot de belles histoires dans cette Ah campagne. oui, le match contre City, première il y journée, a ça eu va City, j'étais là, mais putain, mais on va où là Maxwell Enfin, Cornet, Bien monsieur sûr. Maxwell Cornet. ah Oh là ouais. là. Bien sûr. Alors, les amis, on va encore parler Ligue des Champions pour une toute dernière chose, excusez-moi. On va juste faire une petite rubrique satisfaction, déception de la Ligue des Champions sur cette saison. Alors, on va commencer par toi, Mounir. Si tu devais donner une satisfaction et une déception de cette saison Ligue des Champions. Une satisfaction, on va mettre quoi? On va mettre l'Ajax. L'Ajax, sans aucun doute l'Ajax. Leur parcours, leur performance, le milieu de terrain de Jong, de Jong, Van Beek et de Ligt derrière qui ont illuminé cette campagne. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils vont affoler le mercato cet été. Et déception, la finale. Une finale triste, pauvre. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent. C'est horrible, c'est comme quand t'es petit et que tu ouvres la boîte de gâteaux, tu t'attends à des gâteaux et non, c'est le matériel à couture de maman. Là c'est pareil. C'était super triste, il n'y avait rien à faire avec tout ça. Et franchement dégoûté d'avoir autant été hypé pour une finale pareille. Ok, ça s'entend. Ben, j'espère que les auditeurs vont partager ton opinion. Guillaume, toi, une satisfaction, une déception de Alors, cette saison. satisfaction, outre les scénarios rocambolesques, etc. Satisfaction, je voulais rejoindre Mounir à la base. Je voulais parler de l'Ajax, mais je me suis dit, non, on va toujours en parler. Même si je vais faire une petite mention pour un c'est joueur parisien. de Van de Beek qui est vraiment, on n'en parle pas du tout, alors qui est juste monstrueux. J'adore ce joueur. Pisté par les grands clubs, Paris notamment, le Real, je crois aussi est dessus. On n'en parle pas du tout. On parlait beaucoup de Jong, de Ligt, mais Van de Beek, c'est très très fort. Et franchement, j'adore le joueur. Mais sinon, en satisfaction, c'était compliqué d'en choisir une, vraiment très très compliqué. Mais je vais dire le retour des clubs anglais. Parce que ça faisait 5-6 ans, on voyait que de l'Espagne. Avec un bout de jus par là. Mais on voyait que des clubs espagnols en finale. Le Barça, le Real, l'Atlético. Vraiment, on en avait marre. Et là, en plus, on se disait, la première ligue, ouais, est-ce que c'est surcoté, etc. Et là, vraiment, tu les retrouves en Ligue des Champions et même en Ligue Europa, puisqu'en Ligue Europa, ceux qui étaient en finale. Au final, tu les vois. Parce que je pense aussi l'ambiance des remontadas Bayside, parce que vraiment, vu que c'est eux qui ont clairement les meilleurs publics, en gros, je pense, d'Europe, ils ont à peu près, ils font partie des meilleurs publics. Quand on voit Anfield, c'est vraiment grave et j'ai adoré, franchement. J'aime bien ce retour en avant des clubs anglais qu'on voyait au début du XXe siècle, etc. Et en déception, je
je vais pas parler de Paris, mais je vais parler d'un club qui subit des remontadas depuis plusieurs années également, alors que c'est eux qui ont lancé la mode. Mais c'est le Barça. Le Barça qui a pris une deuxième remontada en 2 ans, hein, aux portes de la finale. Non, c'était quart de finale contre l'AS Rome, je m'excuse. Mais ouais, AS Roma puis Liverpool, 2 fois à l'extérieur, tu te rates complètement. C'est un peu redondant, sachant qu'en plus, depuis le début de saison, t'as que de la com par rapport au Barça, par rapport à ça. Messi qui dit ouais, je veux ramener des Ligue des Champions, Coutinho qui dit moi je suis venu au Barça pour la gagner, etc. Et au final, ça fait comme Paris, au match retour, ça fait pchit et on les voit plus. Voilà, c'est vraiment dommage, de voir le Barça passer à côté, quoi, vraiment. Voilà. Ok, bah merci de nous avoir donné ton avis. Alors moi, très rapidement, rendre des satisfactions, c'est 2 choses que vous avez déjà citées, mais je mettrai quand même l'Ajax au-dessus. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir une équipe comme quoi c'est possible de ne pas avoir un budget stratosphérique et de faire des choses excellentes avec la formation, avec un bon encadrement. Quand tu mets des anciennes gloires du club à des postes importants dans la hiérarchie, ça peut marcher. Et pour moi, c'est vraiment un motif d'espoir pour les clubs. Et puis ça empêche certains autres clubs de dire c'est pas possible, on a des moyens inférieurs. Non, il n'y a pas de ça. Moi, c'est pour ça que je mets l'Ajax au-dessus au rang des satisfactions. Et il n'y a qu'à voir, comme vous l'avez dit tous les deux, leurs meilleurs joueurs vont être énormément courtisés pour le mercato. De Jong va sûrement aller au Barça. Et puis il y a plein d'autres vont partir vers d'autres horizons. Et pour moi, la déception, alors c'est un peu moins sur le plan sportif, quoique. C'est le fait qu'il y ait toujours eu des polémiques encore malgré la VAR. Alors bon, on va pas faire un débat de 10 minutes là-dessus. Moi, j'ai toujours été assez favorable à la VAR, mais je trouve que je ne sais pas, soit elle est mal exploitée, soit mal interprétée. Mais les problèmes persistent, il y a toujours autant de polémiques, il n'y a qu'à avoir la main de Kimpembe, etc. On a eu pas mal de polémiques toute cette année, et je sais pas, mais quand je vois que dans un sport comme par exemple le rugby, à titre de comparaison, quand la vidéo est utilisée, il y a 0 contestation. L'arbitre a raison, et on passe à la chose suivante. Et alors que là, des fois, l'utilisation de la VAR prend le dessus sur le sportif simple, et moi je trouve ça dommage. Par exemple, la goal line technology, il n'y a aucune contestation là-dessus parce que c'est très efficace, ça marche très bien. J'aimerais juste que les prochaines saisons, après on est qu'au balbutiement de la VAR, c'est le début de l'utilisation de la vidéo, mais j'aimerais bien que les prochaines saisons, cela se passe plus sereinement. Okay. Voilà. Après voilà, il y aura toujours des petites erreurs, etc. Mais c'est quand même une petite déception que j'ai notée, et de toute façon il fallait bien en sortir une parce que j'ai adoré cette saison. Pour parler de la VAR, faut savoir, elle n'était pas autorisée au début de la Ligue des Champions. C'est à partir des phases finales. Parce que pourquoi ? Bon, là je vais pas de Paris encore, mais parce que Paris, entre autres, s'est fait a crié au scandale quand c'était match face à Naples au retour. Bernat se fait tacler dans la surface, se fait faucher, et il n'y a pas de penalty, et du coup, après le match, forcément, on connaît Nasser, etc. On connaît Thomas Tuchel un peu, qui vraiment, il criait au scandale, etc. en disant que c'était scandaleux de ne pas avoir la VAR. 3 jours plus tard, news de l'UEFA, la VAR sera utilisée à partir des 8e. Donc voilà, faut dire qu'elle n'était pas encore utilisée dès cette année. Donc comme ça, c'est un peu accéléré les choses, comme ça mais il y a toujours des polémiques, c'est ça qui est dommage, alors que je suis pour la VAR. C'est vrai. Mais bon, voilà, pour conclure un peu ce débat, Ligue des Champions, on va dire. Ouais, c'est ça, du coup, fin de ce gros bloc Ligue des Champions, on savait qu'on allait beaucoup en parler, parce que voilà, c'est quand même un événement extrêmement important de l'année football. Alors maintenant, je propose qu'on passe à une petite partie sur l'équipe de France masculine, qui jouait hier en amical contre la Bolivie, victoire 2-0, but de Thomas Lemar et d'Antoine Griezmann. Nous allons en parler, mais assez rapidement, je pense. Guillaume, je sais que tu as vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, tout d'abord, compo très remanié de Didier Deschamps. Donc, on a vu Thomas Lemar, Florian Thauvin, Mbappé en pointe, Giroud préservé, entre autres. On a vu Ben Yedder entrer en cours de match et Kurt Zouma, entre autres. Léo Dubois titularisé aussi, si je dis pas de bêtises. Areola au cage. Parce que Lloris préservé par rapport à... Non, je t'arrête 2 secondes, Dubois est rentré. D'accord, ok. Ouais. En tout cas, Areola titularisé, puisque Lloris était encore, on va dire, au repos suite avec des champions. Donc comme ça, on est sûr que maintenant Areola est bien le numéro 2 de Lloris. On avait un petit doute encore, mais là au moins c'est bien sûr.
C'est pour ça que Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ça. au vu de sa saison, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais faut dire que son dernier match en équipe de France, il a été excellent, donc je pense que Didier Deschamps... C'est vrai. Voilà. Maintenant, il faut juste un doute sur le numéro 3. À mon avis, je pense que ça sera Benjamin Lecomte. Ça fait 2-3 fois qu'il l'appelle maintenant. Je pense que ça sera Benjamin Lecomte le numéro 3, j'ai l'impression. Ouais. Il avait du... Sinon, excuse-moi, vas-y. Et du coup, pour parler du match, des Boliviens qui préparaient la Copa América, ça a été très faible. Vraiment, c'est un niveau de jeu assez moyen. Alors, l'équipe de France qui domine évidemment, même avec son équipe B. Des satisfactions sur le match. Thomas Lemarque, pourtant beaucoup, dont moi, critiqué suite à sa saison à Atlético. Thauvin également, qui a fait un bon match, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était assez pauvre, mais un résultat logique, 2-0. Griezmann, entreprenant, il était partout, vraiment. Voilà, il a bien envie de bien préparer le match face à la Turquie le 8 juin. Donc voilà. Justement, Mounir, je vais te parler un petit peu, je pense, de Florent Thauvin. Tu sais très bien que je suis le premier à souvent un peu le titiller, etc. À l'adorer, tu le supportes tous les jours, je te vois à chaque fois. Non, mais par contre, je vais être sincère, je pense que c'est le meilleur match qu'il ait fait depuis qu'il est en équipe de France. Très généreux à l'initiative de beaucoup de mouvements. Après, voilà, je pense qu'il a pêché dans la finition, mais vraiment très bon sur son côté, j'ai trouvé. Après, au niveau des satisfactions, franchement, même s'il n'a pas eu grand chose à faire, Varane pour moi c'est extrêmement solide, c'est excellent. Pogba a été très bon, c'est la plaque tournante un peu du milieu français, il fait énormément de décalage. Donc voilà, moi ce que je peux ressortir de ce match, Griezmann excellent, comme très très souvent ces derniers temps en équipe de France. Donc c'est pour ça, Mounir, je voulais te demander, au-delà de Thauvin, toi est-ce que tu veux rajouter quelque chose au constat de Guillaume? Moi j'avais suivi le match un peu en duplex avec le Dijon-Lens que je suivais à côté, qui était assez dingue. Et l'équipe de France, de ce que j'ai vu, Thauvin, les saisons précédentes, il méritait vraiment sa sélection. Il avait des stats monumentales. Cette saison, il la méritait beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. La deuxième partie de saison, il était fantomatique. On le voyait pas jouer collectif. Tout le temps, il voulait tenter sa spéciale qui part 3 fois sur 4 dans la tribune. Et là, dans ce match-là... La Robben. Dans ce match-là, bon... ouais, la spéciale Robben. Excuse-nous, Florian Robben Thauvin. Et là, dans ce match-là, tu le voyais, il faisait des déplacements bons. Et surtout, il s'est rappelé qu'il savait centrer. Ça, c'était incroyable parce qu'on l'a pas vu beaucoup centrer en deuxième partie de saison, même s'il a un bon quota de passes décisives. On le voit pas souvent faire des bons centres. Je pense notamment à un centre où elle est un peu en cloche comme ça. Et je sais plus c'est quel joueur qui la récupère de la tête, mais elle est sauvée in extremis par le gardien. Et le centre, il était super. Je me suis puré, pourquoi t'as pas fait ça à cause de toi? On va pas en Ligue des Champions, merci. Mais très très bon match. Il a eu une glissade où il s'est fait vanner sur Twitter. Ça, je comprends pas trop. Bon, après, Thauvin, il nous a habitués à glisser. On se souvient aussi de sa glissade contre le PSG quand il était en train de passer une jambe là. Mais faut changer d'équipementier à un moment. Mais en tout cas, il a fait de très bons mouvements, très bons centres, très belles passes, une bonne vision de jeu, très collectif. Franchement, c'est un Thauvin auquel j'étais pas habitué. Et s'il était tout le temps à ce niveau, ça m'étonnerait pas de le voir H24 en équipe de France, jouer au moins quelques bouts de match. Ouais. Malheureusement, il ne joue pas tout le temps comme ça. Je pense que les autres matchs, il était très stressé. C'est vrai ce que tu dis, Mounir, et je pense que, comme tu dis, c'est un peu un paradoxe parce que c'est peut-être la saison où il mérite, entre guillemets, le moins sa sélection. Et justement, c'est là où il se donne le plus. Je pense qu'il s'est senti peut-être un peu en danger et qu'il s'est dit il faut que je fasse un très bon match, enfin plutôt un bon match, excuse-moi. Et je pense qu'il l'a fait hier soir. Guillaume, je propose qu'on aborde, mais très rapidement, en une minute, le match de jeudi, je crois, contre la Turquie. Un petit prono comme ça, rapidement, en 2 secondes, tu nous dis, qu'est-ce que tu en penses? Juste, j'ai besoin, parce que j'ai toujours un doute, c'est à domicile ou à l'extérieur? Il me semble que c'est à l'extérieur, non? J'ai un doute. Dites-moi, face à la Turquie, il me semble que c'est à l'extérieur. Là, je vois pas du tout. De toute façon, Guillaume, je pense qu'on... C'est à l'extérieur. Parce que moi, justement, parce que moi je pense que ça peut jouer, tu vois, la Turquie à l'extérieur, c'est pour ça, je pense que ça peut jouer. Mais bon... sinon, pour ma part, je pense que la France va contrôler, etc. Je pense on va partir sur un 2-0, pour ma part, en Turquie. D'accord, donc...
Je passe par moi et après je donnerai la parole à Mounir. Moi, je vois bien un petit 2-1 pour la France. À l'extérieur, je pense qu'on va quand même encaisser un but là-bas, mais qu'on va être, sans avoir énormément d'occasion, être assez efficace offensivement et gagner 2-1. Mounir, ton avis? 1-0, but de Giroud. Excellent. Mais, Giroud qui a encore ajouté une ligne à son palmarès en marquant cette fois-ci en finale. D'ailleurs, il était excellent. Hein. Vraiment, le match contre Arsenal, impeccable. Rien à dire. Je pense qu'il avait à cœur d'être bon contre Arsenal. Voilà, merci beaucoup à deux pour vos avis sur cette équipe de France masculine. Je propose maintenant qu'on se dirige vers l'équipe de France féminine. Alors, on sait que la Coupe du Monde arrive très bientôt, elle est organisée en France. Alors Guillaume, je sais qu'on s'est vu ce week-end, on a un peu parlé de ça, on avait vu que voilà, l'équipe avait sorti un guide complet sur la Coupe du Monde à venir. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu le format de la compétition, qu'on ait tous les idées claires avant qu'on aborde un peu notre pronostic? Alors, pour la compétition, la Coupe du Monde féminine, qui me semble, comme l'Euro il y a quelques années, a rajouté 8 équipes. Maintenant, c'est 24 équipes. Donc 6 groupes de 4, donc avec format de poule, etc. classique. Ensuite avec 8e, quart, demi et finale. La France étant pays hôte est dans le groupe A, avec la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria. Et risque de croiser, donc en 8e, peu importe sa place, risque très fortement de croiser avec le groupe C, qui comporte l'Australie, l'Italie, le Brésil et la Jamaïque. Donc le Brésil, ça va pas du tout être simple, même l'Australie, c'est très compliqué à jouer, entre autres. Sinon, parmi les nations favorites, pour en parler rapidement, il y a l'Allemagne, toujours là évidemment, qui est toujours bien placé chaque année. Le Japon qui a été en finale il y a la dernière Coupe du Monde. L'Angleterre, le Canada, ça joue bien au football. Surtout l'Angleterre, ça commence à vraiment bien prendre en Angleterre, on a vu en Ligue des Champions. Et enfin, surtout, voilà, faut le dire, le pays où le foot féminin est roi, c'est les États-Unis, vraiment, qui se ramènent avec une armada chaque année et domine la Coupe du Monde. Avec Alex Morgan, porté par Alex Morgan notamment. Donc voilà. En tout cas, en France, on verra. Il y a 7 stades pour les poules, donc Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Paris, Parc des Princes. Reims, Rennes et Valenciennes, plus le stade de Lyon qui sera pour la demi et finale. Bonne idée, je trouve. Belle idée, je trouve, parce que Lyon est la place forte du football de club européen et je trouve ça plus attractif de faire la finale à Lyon plutôt que par exemple au Stade de France ou quelque chose comme ça. C'est totalement logique. Peut-être même en termes de remplissage, je ne sais pas ce que ça va donner. Avant de passer la parole à Mounir sur ce sujet, moi j'aimerais vous évoquer rapidement les équipes qui sont à mes yeux les favorites. De toute façon je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Comme tu disais Guillaume, États-Unis, énorme pays de football féminin. Faut savoir qu'elles seront encore 12 dans l'effectif de cette année qui ont été championnes du monde en 2015. C'est les numéros 1 mondial, tout simplement. Elles ont un groupe assez abordable avec la Thaïlande, le Chili, la Suède. Donc 8e de finale accessible très facilement pour elles, je pense. Et je pense qu'elles seront dans le dernier carré facilement. Je mettrai aussi l'Allemagne, qui est 2e au classement FIFA, championne olympique en titre. Et je pense que c'est des prétendantes sérieuses, même si elles avaient un peu déçu à l'Euro 2017. Ensuite, pour moi, il reste 3 équipes. L'Angleterre, qui sont assez régulières à un bon niveau. Mais ça tend à se confirmer. Elles ont quand même fini 3e de la dernière Coupe du Monde. Et je pense qu'elles seront encore solides cette année. La 4e équipe, pour moi, c'est le Japon. Le Japon, c'est aussi une grosse tradition de football féminin. Vainqueur en 2011, finaliste en 2015. Et je pense qu'elles seront encore dans la course cette année. Et enfin, ça va me permettre de passer la main à Mounir, l'équipe de France. Alors l'équipe de France va jouer à domicile. L'équipe de France, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de plafond de verre qu'elle n'arrive pas à franchir. Et Mounir, est-ce que tu les vois aller au bout ou au moins aller au dernier carré? Quel est ton pronostic? Quelles sont tes attentes? De mon côté, je mise beaucoup sur l'équipe de France féminine cette année pour plusieurs raisons. Déjà, comme tu l'as dit, les années précédentes, ils nous ont beaucoup déçus. Mais quand je dis beaucoup, il y a toujours eu, on a toujours cette image de l'équipe de France forte parce qu'on voit l'Olympique Lyonnais
tout raflé en Ligue des Champions Ouais, c'est féminine. On a l'image comme quoi la France est un pays où le football féminin règne très bien en maître. Et pourtant, une fois en équipe nationale, ça ne veut pas, ça passe pas. Je ça me marche souviens, pas. la dernière Coupe du Monde, quart de finale, éliminé au tir au but face à l'Allemagne, ça Ah avait ouais, été les tirs au vécu but, très oh là là. difficilement. Donc voilà. Vas-y Totalement. Monir, excuse-moi, continue. Totalement, et non, pas de souci. Et du coup, les années précédentes, ça passait pas. Comme tu l'as dit, les États-Unis, c'est la nation dominatrice dans ce domaine-là. Ils éclatent tout, leurs stars, elles sont connues de partout. Alex Morgan, elle était même dans le. Comment ça s'appelait, la carrière Alex Hunter Ouais. dans FIFA. Elle joue un gros rôle. C'est la preuve que le football féminin commence vraiment à taper fort à l'œil. Et les États-Unis en tête d'affiche. J'ai habité 3 ans en Allemagne, je peux te dire que le football féminin, il fonctionne très bien aussi ici. Et là maintenant, par contre, je mise sur l'équipe de France pour une raison, c'est que pour la première fois, je vois une vraie hype autour de l'équipe de France. Ouais, je suis d'accord Je avec toi. m'explique là-dessus. Il y a eu plusieurs spots publicitaires, on a fait l'annonce des sélectionnés via une promo aussi, tout le monde est à fond derrière elle. Je pense notamment à Emily Ross qui est influenceuse sur les réseaux sociaux, qui leur fait une grosse promo derrière aussi. On les voit de plus en plus accessibles aussi dans les médias, les joueuses du PSG elles parlent beaucoup dans la presse, on les sent plus détendues, plus relâchées, et on sent que les attentes autour d'elles sont en train de monter, qu'on leur donne de l'attention, qu'on leur donne du soutien. Les supporters sont là, et du coup moi je suis certain qu'elles vont se dépasser, à l'instar des mecs dans la Coupe du Monde. Ils se sont aussi donnés à fond quand ils ont vu qu'on était à fond derrière eux. Ouais, je suis d'accord. Donc, Je suis crois complètement d'accord beaucoup. avec toi. Surtout que Là, la différence, c'est le deuxième homme, c'est le public. exactement, surtout que voilà, justement, ça permet de rebondir sur le fait que la compétition est organisée en France. C'est assez médiatisé parce qu'on est quand même dans une période où la société aussi veut donner plus de place, enfin la place que les femmes méritent. Et je pense que c'est bien, je pense qu'il va y avoir un vrai soutien. J'ai regardé la grille de diffusion, les matchs sont diffusés sur les chaînes comme pour la Coupe du Monde masculine. Je trouve que c'est très bien, il va y avoir, je pense, beaucoup d'audience. Si la France fait des bons résultats, l'équipe de France féminine fait des bons résultats, il y aura directement, je pense, un impact très très positif sur la population. Et souvent, on sait que malheureusement, la reconnaissance passe par là pour pas mal d'équipes C'est féminines. sûr. Avant de terminer ce débat, Guillaume avait, encore une fois n'est pas coutume, fait un sondage sur le compte Twitter. Eh oui. D'ailleurs, je vous encourage à aller le checker tout ça. Guillaume avait fait un sondage sur la vision que vous auriez du parcours de l'équipe de France, et je crois que un peu plus de la moitié des sondés voyaient l'équipe de France pouvoir accéder à la finale. Ouais, c'est ça, et bon, après, on connaît les Français, ils sont un peu chauvins, hein, voilà. Donc, ouais, ça va, environ 60% des personnes voient l'équipe de France aller en finale. Ensuite, mais ça va quand même malgré tout. On a vu regarder sur les autres sondages, j'ai regardé un peu à côté sur internet pour voir ce qu'en pensaient les gens, même les médias foot. Les gens les voient quand même aller minimum demi-quart de finale, et encore quart de finale c'est déception. C'est vraiment Oui. demi ou finale et voire ramener la coupe à la maison, quoi. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment. C'est ça. On les attend beaucoup. Vraiment, tout le monde les attend. Ouais. C'est sûr, et puis voilà, on D'ailleurs, aura... ils ont fait un match de préparation contre la Chine, et j'ai regardé vite fait par-ci par-là quelques actions. Et d'ailleurs, le second but de la France est très très beau, ils ont gagné 2-1, et il y a de bonnes choses à tirer de ce match-là. Sachant qu'il y a Il y a beaucoup des d'absents. choses très Sachant qu'il y a prometteuses. beaucoup C'est d'absents. ça, c'est ce que j'allais rebondir sur ce que disait Guillaume. Il y a eu quelques petites alertes niveau physique, j'ai vu. Donc bon, on verra. Je pense que la plupart, j'ai vu de ces alertes, n'étaient pas, n'allaient pas trop influer sur les compositions pour la Coupe du Monde. C'était des choses plutôt bénignes. Mais on aura le temps de suivre cette Coupe du Monde tranquillement tous les mardis. On fera des petits points comme ça Bien régulièrement sur le parcours de l'équipe de France féminine. Mais on va quand même enchaîner sur une compétition qui passionne les foules, qui déchaîne les foules. Je sais que Guillaume et Mounir la portent dans leur cœur. C'est la Ligue des Nations. Oh putain. La Ligue des Nations Putain. qui va Génial. organiser son Final Four avec 4 équipes de bon niveau, bien sûr. Ah oui, Le ça reste- Pays-Bas qui va affronter l'Angleterre et le Portugal qui va affronter l'ogre suisse. Les amis, on va en parler rapidement. Un peu comme on a l'habitude de faire, des pronostics. Pronostics, ouais, de votre demi, votre finale et votre vainqueur. On va faire ça dans l'ordre, chacun votre tour. Mounir, c'est parti, ton pronostic. Alors, on a un Pays-Bas-Angleterre et un Portugal-Suisse. De mon côté, je suis encore bien dégoûté de l'élimination de la France, donc je veux voir l'Angleterre aller en finale.
Et pour Ok. les affronter, j'ai un gros entourage portugais, donc je vais soutenir le Portugal pour un magnifique Angleterre-Portugal en finale. Pour vous dire Ok. aussi, juste vite fait, c'est au Portugal le Final Four. C'est au Portugal. Voilà. Comme ça, ça Effectivement, peut jouer. j'avais oublié de le Ça préciser, peut et bien jouer. sûr que ça peut jouer. Et Mounir, je crois que t'as pas dit ton vainqueur de la finale. Est-ce que tu l'as mentionné ou pas? Je voudrais voir le Portugal gagner en finale. Ça Ok. serait pas mal. Ok. J'y peux rien, j'aime trop Cristiano Ronaldo pour ça. Après, Oui, puis je pense qu'il va être déterminé pour après gagner cette après compétition. l'Euro 2016, la Ligue des Nations, beau palmarès. D'ailleurs, ça me Pourquoi permet pas. d'enchaîner, Guillaume. Qu'est-ce que tu vois, toi, un peu comme scénario de ce Final Four? Alors, déjà, bon, avant de parler pour moi, le gros match, Portugal-Suisse, donc je pense, je vois un résultat à peu près logique. Pour moi, Portugal devrait passer à domicile, c'est solide. Même si la Suisse a éliminé la Belgique en poule, pour moi, le Portugal, c'est très solide, ça sera à domicile. Normalement, Ronaldo est appelé, hein, si je dis pas de bêtises, normalement, Ronaldo l'a fait. Donc, ça va être du clinique, ça va aller en finale. Pour moi, le gros match Pays-Bas-Angleterre, c'est très intéressant de suivre ce match d'un point de vue vraiment football. Et pour moi, je vais prendre les Pays-Bas parce que tout d'abord, déjà, il y a un peu la hype des Pays-Bas, hein, puisque avec l'Ajax notamment, hein, donc, De Jong, De Ligt, etc. Et surtout Memphis Depay qui, en équipe des Pays-Bas, est excellent. On a vu contre la France, hein, il a fait la misère à la France En numéro 9. en numéro 9. Et surtout l'Angleterre, je sais pas, j'ai toujours beaucoup de mal à voir l'Angleterre performer en équipe nationale. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bloque dans cette équipe. Donc pour moi, ça sera les Pays-Bas qui passeront. Et la finale, bah, je pense que je vais rejoindre Mounir. Tout simplement parce que, à l'image de la France à la Coupe du Monde, c'est une équipe solide, très en place, efficace. Pour moi, le Portugal, ça gagnera, je pense, la Ligue des Nations à domicile. À domicile. Voilà. Mais sur un match qui risque d'être très passionnant contre les Pays-Bas en finale. Mais je pense, pour moi, déjà, la fiche de demi-finale, le Pays-Bas-Angleterre, je pense, va falloir son petit détour, je pense. Ouais. Alors pour moi, pronostic assez rapidement. C'est vrai qu'on a du mal à voir l'Angleterre performer en équipe nationale, même si je trouve que ils ont eu quand même un impact sur la dernière Coupe du Monde où je sentais un peu quand même du renouveau. Pays-Bas, Angleterre, moi je mise sur l'Angleterre, les amis, même si c'est un peu, comment dire, un peu une surprise, je pense, pour moi, si c'est le cas, mais je mise sur l'Angleterre. Portugal, Suisse, je reviens juste sur l'élimination de la Belgique par la Suisse, qui était un moment incroyable pour moi. J'ai kiffé et j'ai beaucoup pensé à toi, Guillaume, parce qu'on rappelle que tu es Merci. franco-belge. Mais malgré cela, je vois le Portugal passer à domicile et l'emporter en finale. Pour moi, ce serait la logique. Après, on verra. On en reparlera. Comme pour la Coupe du Monde féminine, on aura l'occasion d'en revenir dessus. Moi, ce que je voulais, juste un petit bémol, c'est que voilà, j'en parle rapidement, mais là, cette Ligue des Nations, je trouve ça vraiment bizarre, ce format instauré. Le système est Ce très Final, compliqué. ce Final Four en juin, pour moi, c'est très difficile à lire, c'est très difficile à incorporer dans les calendriers. Je vois peu d'intérêt, mis à part bon, pour l'impact ça peut avoir sur les prochaines qualifications. Mais pour moi, la Ligue des Nations est une compétition, comment dire, très discrète et qui n'a pas d'avenir. Ouais. Et on a bien vu, hein, quand l'équipe de France s'est fait sortir, tout le monde s'en est foutu. Et pour moi, à juste titre. Mais Donc, en voilà. plus, déjà, Non, Vas-y, Guillaume. Ben, moi, pour dire, c'est déjà le règlement de cette compétition. Déjà, ok, si on s'arrête au Final Four, ok, là tout va bien. Mais il y a une espèce de promotion-relégation déjà pour les prochaines Ligues des Nations. Il y a aussi des billets pour les barrages de qualification pour l'Euro. Enfin, c'est compliqué au possible. C'est très illisible, effectivement. Et bon, je pense que voilà, c'est une compétition européenne quand même avec des équipes de prestige. On en reparlera. On reparlera de ce Final Four tranquillement. On verra si on avait eu plutôt raison dans nos pronostics. Mais je propose qu'on finisse cette émission avec un peu voilà, des actus en vrac. Chaque semaine, on vous proposera soit des petites actus en vrac, soit des petits coups de gueule, des petits coups de cœur. Cette semaine, pour commencer cette première émission, on a commencé de vous distiller comme ça pas mal d'actualités. On va vous en dire, nous trois à notre tour, on va vous en dire quelques-unes, comme ça vous pourrez piocher dedans, aller creuser si vous avez envie. Je vais laisser la parole en premier à Mounir.
De quoi veux-tu nous parler cette semaine? On fait ça vraiment en 5-10 minutes, histoire de vous donner beaucoup d'informations. Mounir, c'est parti. Alors, sur PK Foot, on a pu voir plein de petites news. Tout d'abord, un nouveau spot de Nike pour la Coupe du Monde féminine qui met en scène une petite fille qui va jouer avec les différentes idoles internationales du football féminin. C'est super bien fait, c'est comme les pubs qu'on aimait à l'époque avec Wayne Rooney et Franck Ribéry. On a Amazon Prime qui est en train de faire un documentaire sur le Borussia Dortmund. Ils ont eu accès aux vestiaires pendant toute la saison. Énorme, on se souvient que City avait eu ce petit documentaire aussi, et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est ça, et ça sort au mois d'août pour le début de la saison du Borussia. Ensuite, on a eu la semaine dernière le match entre le Vinsky FC et le Orange All-Star, un match caritatif pour aider une association pour les enfants. On a eu plusieurs personnalités, personnes connues du web, un peu comme Abdoulaye Sarr, Sébastien Abdelhamid ou encore Julien Chiez. Et enfin, et je crois qu'on a aussi eu Prime dedans. Il y a Zach Nani qui a sorti une vidéo aussi, Zach Nani de Radio Sex pour ceux qui suivent sur Twitch, qui a sorti une vidéo YouTube qui vlog toute la journée, qui montre les coulisses au Vélodrome, etc. C'est très intéressant. Ok. C'est ça, Zach Nani qui aime pas du tout l'OM mais qui a été au Vélodrome. Moi je fais un petit sourire. Et pour terminer, encore un reportage, cette fois sur la vie de Maradona, les coulisses depuis sa montée à étoile filante du football jusqu'à sa déchéance. Tout est dit dans ce reportage qui apporte des images inédites. Ok, merci Mounir. Alors c'est plutôt une partie des informations cinématographiques. Moi pour ma part, je vais donner plutôt des informations qui concernent, moi j'ai pas mal apprécié tout ce qui se passe au niveau des entraîneurs là en Ligue 1 un petit peu, avec l'arrivée de Villas-Boas à Marseille. Mounir, je sais que tu es pour Marseille, que penses-tu de Villas-Boas? Est-ce que tu es enthousiaste par rapport à son arrivée? Moi de base j'étais pas du tout enthousiaste, mais comme dit, on a donné sa chance à Michel, on a donné sa chance à Eli Bope, on a donné sa chance à plein de clampins, je pense notamment à Franck Passy, Franck Passy qui a fait tous les bancs de Ligue 1. Donc André Villas-Boas, à côté d'eux, il a quand même un certain crédit. Donc avant de le casser dans les médias, on va quand même lui laisser sa chance. Mais nul doute que s'il se foire, le Vélodrome va bien se faire entendre. Oui. Ouais, ok. Surtout qu'il a, voilà, on sait, forcément, c'est quelqu'un qui a déjà une petite renommée et tout, donc il a des émoluments assez élevés par mois. Il arrive avec Ricardo Carvalho en adjoint et du coup ça lui donne un peu plus de crédit. Ouais, c'est ça. Donc Villas-Boas à l'OM, alors pour moi qui suis pas du tout supporter de Marseille, ça sera quand même intéressant de voir arriver ce coach en Ligue 1. Je trouve ça plutôt intéressant. On verra bien ce qui se passe. En tant que bon supporter lyonnais, l'arrivée de Silvinho, enfin du duo Silvinho-Juninho, surtout Silvinho pour entraîner. J'étais très sceptique quant à l'arrivée de Silvinho, mais j'ai vu un reportage, je crois que c'était sur RMC de 4-5 minutes que vous pourrez trouver sur YouTube sur lui. En 4-5 minutes, les gars, j'ai changé d'avis en fait. Je pense qu'on va beaucoup gagner à le connaître. Je pense que c'est quelqu'un de très cérébral qui, dès qu'il était joueur, était déjà dans cette démarche d'aider le coach. On voit que c'est lui qui glissait des mots à Guardiola, etc. Ce que je ne savais pas du tout. J'avoue que je m'étais pas bien renseigné. Et il me tarde vraiment de voir ça. Après, comme tu dis, on a donné leur chance à des coachs moyens à Marseille. Qu'est-ce que ça va donner à Lyon? Je sais pas, même si Lyon a quand même des ambitions. On verra bien. En tout cas, Juninho arrive avec un grand crédit. Méfie-toi parce qu'à Marseille, on avait fait un trailer avec Alessandrini, ses meilleurs moments, et c'est comme ça qu'on a réussi à le vendre au Los Angeles Galaxy. Donc méfie-toi des condensés reportages de 3 minutes. N'importe qui arrive à faire passer Florent Balmont pour Messi avec un fichier de montage. Nous verrons bien. Écoute, moi je suis quelqu'un de plutôt positif, j'ai un a priori plutôt positif. J'attends de voir pour juger, puis on verra bien. Je pense qu'il va y avoir des mouvements au niveau du mercato. Neymar, alors c'est tout récent, c'était hier je crois, accusé d'un viol. Alors moi j'ai de suite pas cru, et quand j'ai vu les révélations qu'il a faites, je pense que cette histoire va être vite enterrée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, au moins il s'est... Réaction très rapide, je crois, dans la foule, même pas une demi-journée après, dans la nuit, il a envoyé une vidéo sur Insta, il a tout dévoilé, les messages, jusqu'à même à envoyer des nudes, donc voilà, donc comme ça, il a vraiment tout dit, et dans les messages, c'est quand même très explicite, on voit clairement que la fille aimait bien l'homme, mais malheureusement, voilà,
C'est dommage parce que du coup ça discrédite, on va dire, les vraies victimes de viol. On va dire, c'est dommage. Juste par rapport à ça. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dernière actu foot en vrai que je vais vous donner, ça concerne le club de Rennes. Pour moi, 2 bonnes nouvelles pour le club de Rennes. La prolongation de Julien Stéphan jusqu'en 2022, il a fait son taf, il a gagné un titre, même si en championnat, voilà, c'était pas ça, mais ils seront en Europa League l'année prochaine. Ils bonifient leur saison. Et deuxième bonne nouvelle, pour moi, c'est le départ d'Atem Ben Arfa, qui est un joueur, on sait que, pour moi, écoute, c'est un joueur, écoute Mounir, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est un joueur très bon, qui a des fulgurances, etc. Mais je pense que sur le long terme, c'est pas intéressant de l'avoir 2-3 ans dans une équipe. On sait que voilà, c'est pas quelqu'un de très régulier, même au niveau de sa tête, etc. Là, c'est compliqué. Il gagne le titre, il gagne la coupe. Une semaine après, il commence déjà à critiquer. Pour moi, c'est une deuxième bonne nouvelle, et je pense que Stéphane, sa relation avec Julien Stéphan était pas exceptionnelle. Après, tu peux me dire ce que t'en penses, mais moi, je t'ai donné mon point de vue. C'est un virtuose Ben Arfa, moi ça me fait mal de le voir quitter la Ligue 1. On n'a pas beaucoup de touches techniques, hormis au PSG, hein, d'accord, Neymar, tout ça, mais on manque tellement de techniques. Moi ça me fait plaisir de le voir faire ses petits gris-gris, d'éliminer tout le monde, de fumer tout le monde, et ensuite de tirer une tête en mode j'ai fait ça les gars, vous en faites pas, vous aussi vous y arriverez si vous entraînez 10 ans. Mais moi je l'aime bien Ben Arfa, ça me fait mal de le voir partir. Mais après, bon, est-ce qu'il va pas revenir en Ligue 1? C'est pour Séville. Pour Séville, d'accord, ok. À ce qui paraît, c'est Séville qui vient le chercher, donc c'est une belle fin pour On rappelle FC par rapport ou à Séville Betis? que Séville devait normalement le signer, et puis un certain Nasser Al-Khelaifi est arrivé, il a fait mon petit, s'il te plaît, tu veux pas venir au PSG? Purée, il est relou ton donc voilà. Mais ouais, attends, alors du coup, Guillaume, enchaîne, toi, de quoi voulais-tu nous parler dans ces petites actus foot en vrac? On va rester en France puisqu'on adore la Ligue 1. Pour revenir sur Marseille et son fabuleux club, Kevin Strootman qui est arrivé l'an dernier pour une somme assez mirobolante, qui a signé 5 ans, qui a déclaré dans la presse néerlandaise très clairement que le club ne voulait plus de lui. Lui veut rester, mais le club lui aurait clairement signifié que c'était pas possible. Donc voilà. Donc Mounir, juste 30 secondes, un avis sur ça, Strootman, pour ou contre? Départ, pas départ? C'est une décision complètement débile. Strootman, quand il a quitté la Roma, les supporters, ils chialaient des larmes de sang. Ils étaient tristes de le voir partir. Il est venu chez nous, il a fait des concessions, il parlait pas le français, il a mis du temps à s'adapter, il a eu qu'une seule saison pour montrer ce qu'il savait faire. Alors qu'il a un contrat de 5 ans. C'est complètement teubé de faire ça quand t'as des Adil Rami, des Mandanda et des trucs comme ça qui ont des salaires de dingue. De dire Strootman, tu pars à cause de ton salaire, mais c'est aberrant. Sur ce point, je te rejoins totalement, Mounir. C'est quelqu'un, comme tu dis, il a fait des efforts. Moi, je trouve que maintenant, on manque beaucoup de patience dans le foot, notamment dans les clubs exigeants comme Marseille au niveau de ses supporters. Il a signé 5 ans. Moi, je pense que c'est un joueur qui a totalement les capacités de s'imposer. On devrait lui laisser une deuxième saison d'adaptation. Guillaume, ensuite. Du coup, pour rester en France, comme j'ai dit, les barrages qui se passaient hier, Ligue 1, Ligue 2, Nationale. Tout d'abord, division inférieure, Gazélec Ajaccio contre Le Mans. Le Mans qui a renversé la situation face au Gazélec Ajaccio en s'imposant à la 1 minute sur un scénario de match totalement improbable, un ciseau à la 97e minute. Improbable. Le Mans qui revient en Ligue 2, c'est une des belles histoires de la saison. Ouais. On rappelle, en liquidation judiciaire il y a 6 ans, il redescend en district ou en région, il remonte petit à petit. Voilà, c'est super bien pour eux. Encore une fois, le bémol, on va encore dire, on tape sur eux facilement, mais les supporters corses encore qui ont fait preuve d'une intelligence remarquable en coursant les supporters manceaux après le match. Ça devient relou, les débordements comme ça en Corse. Et en Corse, à Rome on fait comme chez les Romains, à Corse on fait comme les Corses. Exactement. Et pour le dernier barrage, Dijon qui reste en Ligue 1, qui a disposé de Lens hier 3-1. On a vu Lens déjà, c'était une mission très compliquée pour eux malgré tout, puisqu'à aller ils avaient fait match nul. On rappelle, ils ont perdu leur gardien Jean-Louis Leca, qui a fait le Corse, qui a contesté une décision arbitrale en prenant rouge, qui a pris 3 matchs. Il a précisé, le Corse. Non, mais parce qu'il a joué à longtemps à Bastia et à Ajaccio, donc voilà, c'est un peu de ça, je pense. Il a pris 3 matchs, du coup, pas là pour les barrages. C'est le gardien remplaçant qui s'y colle et qui a fait une bourde énorme hier sur le deuxième but dijonnais. Ouais, incroyable. Donc, et attends, Guillaume, c'est dommage. Je crois que pour parler de ce match,
Mounir avait un œil assez attentif là-dessus. Il était en double écran, je crois qu'il regardait France-Bolivie en même temps, mais il était assez focus sur le match Dijon-Lens. Mounir, tu m'as dit, hors antenne, hors émission, que tu avais trouvé ça faible, quoi. Tu avais trouvé ça vraiment faible. C'était très faible des deux côtés. Alors Dijon ne mérite pas de rester en Ligue 1, et tout comme Lens qui, allez, on va dire pour le public, mériterait de monter en Ligue 1, mais en termes de football, c'était aussi très faible. Mais c'est surtout le niveau du gardien. Mais ok, c'est le gardien numéro 2. Le gardien numéro 2, il n'est pas censé être titulaire, c'est pas censé être le meilleur. Mais alors là, il a boxé son défenseur, il l'a mis KO et envoyé sur civière. Mais alors ça, c'est énorme, hein. Il frappe plus vite et plus fort que Goku. Il l'a envoyé sur civière, et ensuite, le premier but, mais c'est une boulette. Il s'est pris 5 étoiles geste technique, il a cru, il a perdu la balle bêtement. C'est tout le maintien en Ligue 2 et le fait de ne pas monter en Ligue 1, c'est 100% sa faute. Bon, j'ai de la peine pour lui parce que ça se fait pas de pointer du doigt un mec comme ça. Mais alors là, c'est dommage. Tu le défends. Et en plus, c'est prévu qu'il quitte le club. C'était prévu avant le match. Oh là là. Donc franchement, c'est à total. Il les laisse en Ligue 2 et il se casse. Ouais. Au revoir. Ciao tout le mec, monde, je laisse dans votre merde. Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense Pourtant, j'ai entendu qu'il avait fait de très belles perfs à l'époque avec Lens. Et du coup, ça doit lui faire mal d'avoir provoqué ça. Mais non, c'est pas possible d'afficher un level comme ça. Je pense que mentalement, ça va être très dur de se remettre de ça. On se souvient si on prend notre exemple d'un autre niveau, Karius l'année dernière, finale des Champions, on sait que ça a resté très douloureux pour lui. Surtout que je pense que aujourd'hui, les supporters lensois ne le portent pas trop dans leur cœur, mais bon, Lens aura, je pense, sûrement sa chance l'année prochaine de monter soit directement, soit de repasser par les barrages. En tout cas, on arrive sur la fin de cette émission. On a pu aborder tous les thèmes qu'on voulait aborder avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter. Vous pourrez répondre aux tweets que nous postons, nous détailler vos réponses en message privé, puis bien sûr participer au sondage. Ça nous aide énormément pour constituer les débats. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On se retrouvera mardi prochain pour parler de la Copa América, ce qu'on n'a pas fait encore cette semaine, des matchs des équipes de France masculines et féminines. Et on aura aussi eu entre-temps le Final Four, la Ligue des Nations. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette première émission avec vous, Guillaume et Mounir. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Impeccable. Et on se retrouvera mardi prochain avec vous. D'ici là, n'hésitez pas à interagir sur le compte Twitter. Et on remercie aussi PK Foot pour la confiance. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, Salut. ciao. Ciao.